Dans une obscure boutique de prêteurs sur gage, au crépuscule, William Carter, père célibataire épuisé de 36 ans, fit une dernière fois tourner entre ses doigts la vieille montre-bracelet éraflée de son père défunt avant de s'en séparer. Les quelques billets froissés qu'il reçut en échange devinrent un modeste bouquet de lys et de gypsophile, un petit espoir pour un premier rendez-vous qu'il pouvait à peine se permettre. À l'autre bout de la ville, Serena Lancaster ajustait une robe blanche, dissimulant derrière son nom de famille une vérité que son âme portait seule. Elle était l'héritière d'un empire financier colossal. 2 secrets, un seul bouquet, et un chevalier sur le point de bouleverser des vies. Le bracelet de cuir de la montre, lissé par des décennies de port quotidien, d'abord au poignet de son père, puis au sien, était devenu doux comme de la soie. William effleurait une dernière fois les rayures sur le verre du cadran. Chaque égratignure était un souvenir qu'il ne pouvait plus se permettre de garder. George, le propriétaire de la boutique, compta lentement les billets, comme s'il offrait à William le temps de changer d'avis. Mais les mains calleuses de William, tachées d'une graisse de moteur qui ne partait jamais tout à fait, se tendirent vers l'argent sans hésitation. 37 $, juste de quoi acheter des fleurs. Peut-être une tasse de café, si elle insistait pour partager l'addition. Le fleuriste, 3 pâtés de maison plus de loin, restait ouvert tard, servant les dernières excuses et les anniversaires oubliés. William se tenait devant les vitrines réfrigérées, submergé par des roses dont le prix dépassait une journée entière de salaire. La vieille dame derrière le comptoir, Maria, remarqua ses bottes de travail et la façon dont il recomptait 2 fois ses billets avant de prendre une décision. Elle composa discrètement un bouquet à partir des invendus de la journée, des livres blancs et de délicates touffes de gypsophile, enveloppés dans un simple papier craft. Quand William chercha la poigne avec maladresse, elle balaya d'un geste les 1,50 $ manquants, affirmant que ses fleurs avaient davantage besoin d'un bon foyer que sa caisse n'avait besoin de pièces de monnaie. À la maison, sa fille de 7 ans, Audrey, était assise en tailleur sur leur canapé râpé, triant soigneusement sa collection de chutes de tissu en piles bien ordonnées. Elle leva les yeux dès qu'il entra, son regard allant aussitôt à l'endroit vide de son poignet où la montre aurait dû se trouver. Les enfants perçoivent les absences aussi clairement qu'ils reconnaissent des cadeaux. William posa les fleurs sur leur table basse et raflée, évitant son regard. « Où est la montre de papy ?» demanda Audrey, d'une voix douce mais directe. William s'agenouilla près d'elle et redressa un ruban crème dans sa collection. Parfois, on doit laisser partir certaines choses pour faire de la place à de nouvelles. Audrey l'observa avec cette sagesse troublante que possèdent parfois les enfants, puis tendit la main vers le ruban. Elle l'enroula délicatement autour des tiges, ses petits doigts travaillant avec une précision assurée. « Voilà », annonça-t-elle, « maintenant, les fleurs sauront comment trouver le bon cœur. » De l'autre côté de la ville, dans un penthouse capable d'abriter 20 familles comme celle de William, Serena Lancaster se tenait devant une penderie plus grande que la plupart des chambres à coucher. Des robes de couturier pendaient en rangées colorées, chacune valant plus que ce que William gagnait dans un mois. Elle les dépassa toutes pour choisir une simple robe blanche achetée des années plus tôt dans un grand magasin, à une époque où elle croyait encore pouvoir se détacher de son nom de famille. La robe n'avait ni étiquette ni pedigree, seulement des lignes pures et un tissu honnête. Son téléphone vibra avec des messages de Viviane, la directrice de la communication familiale, qui lui rappelait le gala de charité du lendemain, la réunion du conseil la semaine suivante, cette interminable parade d'obligations qui accompagnait le fait d'être l'unique héritière de Lancaster Holdings. Serena coupa le son de l'appareil. Ce soir, elle n'était qu'une femme qui allait retrouver un homme rencontré à la bibliothèque municipale, où il aidait sa fille à préparer un exposé sur les papillons, tandis qu'elle, Serena, étudiait l'architecture historique pour la dernière acquisition de l'entreprise. Le café qu'ils avaient choisi se nichait entre une laverie et une librairie d'occasion. Ses vitres embuées par la vapeur et les conversations, une musique de jazz jouait doucement depuis des haut-parleurs maintenus par du ruban isolant, et des chaises dépareillées entouraient des tables de bois marquées par le temps. C'était parfait dans son imperfection. Un lieu où personne ne jetterait un second regard à une milliardaire ou à un mécanicien, où le café était servi dans des tasses en céramique plutôt que dans des gobelets de luxe. William arriva 10 minutes en avance, serrant les fleurs dans des mains qu'il avait frottées
jusqu'à en avoir mal pour effacer les dernières traces d'huile de moteur. Il choisit une table dans un coin, déplaçant 3 fois les chaises avant de trouver une disposition qui ne semblait ni trop intime ni trop distante. L'absence de la montre lui pesait comme une dent manquante, quelque chose que sa langue cherchait sans cesse. Ponctuelle comme toujours, Serena entra juste à l'heure, apportant avec elle le parfum d'une pluie sur le point de tomber. Elle avait marché les 3 derniers pâtés de maison malgré les protestations de son chauffeur, voulant arriver à ses propres conditions. Ses yeux trouvèrent William immédiatement, reconnaissant la manière attentive dont il avait tout disposé, l'énergie nerveuse dans ses épaules, les fleurs enveloppées dans du papier craft qui semblaient pourtant plus précieuses que n'importe quel arrangement de luxe. « Tu es venu », dit William en se levant si vite qu'il faillit renverser le distributeur de sucre. « Tu m'as invité », répondit Serena. Son sourire était sincère d'une façon qu'il ne l'avait pas été lors d'aucune réunion d'entreprise depuis des années. Il lui tendit les fleurs, une excuse déjà prête sur les lèvres pour leur simplicité. Mais Serena les reçut comme une offrande sacrée. Elle en huma le parfum, ses doigts effleurant le ruban d'Audrey, et pendant un instant, les murs qu'elle avait si soigneusement érigés vacillèrent. Quand avait-on pour la dernière fois reçu quelque chose qui avait coûté cher à offrir? Ils parlèrent de petites choses, du projet scolaire d'Audrey, du livre d'architecture que lisait Serena, de la manière dont la ville se transformait sous la lumière d'automne. William possédait le don du conteur pour trouver de l'humour dans l'adversité, racontant comment Audrey avait tenté de réparer son camion avec du chewing-gum et de la détermination. Serena partagea les vieilles lettres maximes de sa mère sur la valeur des promesses, omettant soigneusement toute mention de fonds fiduciaires ou d'école privée. « Ta fille semble remarquable », dit Serena en réchauffant ses mains autour de sa tasse de café. « Elle l'est », répondit William en riant. « Hier, elle m'a dit que les choses assises ne sont pas vraiment cassées. Elles attendent juste de devenir autre chose. »« 7 ans et déjà philosophe », dit Serena en faisant courir son doigt sur le bord de sa tasse, pensant à toutes les choses brisées dans sa propre vie qui avaient simplement été remplacées, jamais transformées. Elle tient cette sagesse de quelqu'un, de sa mère, dit doucement William. Serena perçut le passé implicite dans sa voix. Il n'en dit pas plus et elle ne posa pas de questions, reconnaissant la forme d'une perte que le temps avait polie, mais jamais complètement cicatrisée. Un homme au bar ne cessait de les observer. Son téléphone, tenu à un angle suspect, semblait plus destiné à prendre des photos qu'à envoyer des messages. Finn, bien qu'aucun d'eux ne connût encore son nom, travaillait pour un tabloïd spécialisé dans la capture des riches en des instants non surveillés. Il ne reconnaissait pas tout à fait le visage de la femme, mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se tenait même dans ce cadre humble, trahissait la richesse. Il ferait une reconnaissance faciale plus tard, déclenchant ainsi une série d'événements qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Quand l'addition arriva, William s'en empara avec la rapidité de celui qui avait répété ce geste maintes fois. Serena le laissa faire, comprenant que la fierté pouvait être une monnaie en soi. Le total, 12 ou 40 $. 40 cents aurait été un arrondi négligeable dans son monde, mais elle vit combien il compta soigneusement chaque billet, ajoutant un pourboire de 2 $ généreux selon ses moyens. Au moment de partir, Serena sortit un stylo de son sac et écrivit quelques mots sur une serviette en papier qu'elle fit glisser sur la table. « Pour ta philosophe », dit-elle, William lut. « Un cœur bienveillant est le luxe le plus rare. » En dessous, son numéro de téléphone. La pluie, menaçante depuis le début de la soirée, se mit enfin à tomber alors qu'il se tenait devant le café. William n'avait pas de parapluie à offrir, mais il se plaça de façon à la protéger du vent. Serena ne lui dit pas qu'un chauffeur l'attendait 2 rues plus loin, ni qu'elle aurait pu faire apparaître une flotte de parapluies d'un simple appel. Au lieu de cela, elle se rapprocha assez pour partager son petit cercle d'abri, assez près pour remarquer qu'il sentait le travail honnête et le savon Irish Spring. « Je peux te revoir ?» demanda William, la pluie coulant dans ses cheveux. « J'espère bien », répondit Serena, avec une sincérité qu'aucune promesse faite en salle de réunion n'avait jamais eue. Au cours des semaines suivantes, ils construisirent une cour soigneuse, dans les limites que William pouvait s'offrir. Un marché fermier le samedi matin, où Serena acheta du miel à une vieille vendeuse, pendant que William portait les fleurs de la semaine précédente, désormais séchées et pressées entre des annuaires.
L'heure du conte à la bibliothèque, où Audrey lisait des histoires avec emphase tandis que Serena et William, assis sur des chaises d'enfants, se touchaient les genoux sous la petite table. Une promenade le long de la rivière, à faire ricocher des pierres et à partager le silence. William apprit que Serena fredonnait quand elle se concentrait, qu'elle alignait les objets en angle droit quand elle était nerveuse, qu'elle connaissait les styles architecturaux mais n'avait jamais appris à siffler. Serena découvrit que William pouvait diagnostiquer une panne de moteur à l'oreille, qu'il lisait à Audrey chaque soir sans exception, qu'il avait été admis à l'école d'ingénieur des années plus tôt, mais avait choisi le travail plutôt que les dettes à la naissance de sa fille. L'inégalité entre eux planait, non dite, dans chaque interaction. Quand Serena proposait un restaurant, William suggérait un food truck. Quand il mentionnait ses bottes de travail usées, elle devait se mordre la langue pour ne pas offrir de les remplacer. Elle se mit à payer en espèces partout, prétendant vouloir mieux gérer son budget pour éviter la gêne de sa carte noire. Lui, il préparait des pique-niques, transformant ses limites financières en un geste romantique. Leur 5e rendez-vous, William en gardait le compte, les mena au musée, jour d'entrée gratuite. Serena connaissait chaque œuvre de l'aile contemporaine. Elle aurait pu citer les prix d'achat et la provenance. Mais elle le laissa guider, découvrant l'art à travers ses yeux. Ils s'arrêtèrent devant une peinture abstraite, tout en bleu et en gris, comme une tempête sur Léo. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda-t-elle. William l'étudia, la tête penchée. Un lundi matin, ce moment où le réveil sonne et où tu sais déjà que la semaine t'a battu avant même d'avoir commencé à te battre. Elle rit, surprise par la clarté de ce rire. Le catalogue du musée dit que c'est une méditation de l'artiste sur la solitude et la transcendance. Une façon compliquée de dire lundi matin, répondit William. Et elle rit de nouveau, sentant quelque chose de gelé en elle commencer à fondre. Cet après-midi-là, Audrey les rejoignit pour une glace. Elle portait sa plus belle robe, jaune à Margaret, et avait tenu à apporter un cadeau pour Serena, une fleur en papier pliée à partir d'un journal, selon les instructions d'un livre de la bibliothèque. Serena l'accepta comme si c'était en or, la glissant soigneusement dans son sac, où elle resterait, laminée plus tard, cachée dans son écrin à bijoux entre des rangées de perles. « Tu as des enfants ?» demanda Audrey, une goutte de glace sur le nez. « Non », répondit doucement Serena. « Tu en veux un peu? Tu pourrais me prêter des fois. Papa dit que je suis une poignée, mais moi je pense que je suis plutôt une cuillère, peut-être une grande cuillère. » Le visage de William devint écarlate, mais Serena tendit la main par-dessus la table pour essuyer la glace sur le nez d'Audrey. « Je pense que tu es exactement la bonne quantité. » Plus tard, tandis qu'Audrey jouait sur l'air de jeu voisine, William s'excusa. « Elle n'a pas beaucoup de filtre. Elle dit ce qui lui passe par la tête. »« Elle est honnête, » corrigea Serena. « Sais-tu à quel point c'est rare? À quel point c'est précieux? » William regardait sa fille grimper aux barres parallèles, la détermination gravée sur son petit visage. « Je sais qu'elle est tout. Parfois, je crains de ne pas être à la hauteur pour elle, qu'elle rate des choses que je ne peux pas lui offrir. » Serena aurait voulu lui dire qu'il avait déjà donné à sa fille les seules choses que l'argent ne pouvait acheter, l'intégrité, la résilience, la certitude qu'elle valait tous les sacrifices. Mais les mots lui semblaient trop grands, trop révélateurs de son propre enfance vide, passée dans un manoir rempli de tout, sauf d'attention. Le secret ne pouvait pas durer. Le matin où il vola en éclats arriva comme les autres, William penché sous le capot d'une Ford Focus, la radio diffusant du rock classique. Le bulletin d'information commença innocemment, quelque chose à propos d'un gala de charité, du dernier don de la Fondation Lancaster. Il n'écoutait qu'à moitié, jusqu'à ce que le présentateur prononce le nom de Serena. Pas seulement Serena, mais Serena Lancaster, unique héritière de Lancaster Holdings. Repérée récemment à un gala exclusif, portant un collier de diamants valant plus que la maison de la plupart des gens. La clé anglaise glissa de la main de William, heurtant bruyamment le bloc moteur. Il sortit son téléphone, doigt maladroit couvert de graisse, et chercha son nom. Les images qui inondèrent son écran montraient une femme qu'il reconnaissait, mais ne connaissait pas. Serena en robe de couturier, Serena baptisant des yachts, Serena posant avec des sénateurs et des célébrités. Le café où ils s'étaient rencontrés était décrit dans un article comme un lieu de slumming,
Son choix d'y aller à pied qualifié de comportement excentrique de milliardaire. Amanda, la propriétaire du garage où travaillait William, le trouva 1 heure plus tard assis par terre dans la salle de pause, toujours en combinaison, toujours fixant son téléphone. C'était le genre d'amie qui savait quand parler et quand simplement être présente. Alors elle fit de la seconde chose, lui ôtant doucement le téléphone des mains. « Elle a menti », dit enfin William, la voix rauque. « Vraiment ?» demanda Amanda. « Ou alors elle ne t'a pas tout dit. Quelle est la différence ?» Amanda réfléchit. L'une concerne la tromperie, l'autre, la peur. Peur de quoi? Peut-être la peur que tu la regardes exactement comme tu regardes ce téléphone maintenant, comme si elle était quelque chose d'impossible et non quelqu'un de réel. William voulut protester, mais la colère le quitta. Il repensa au visage de Serena quand Audrey lui avait offert cette fleur en papier, la façon dont elle l'avait tenue comme un trésor. Cela avait-il pu être du théâtre? Ou était-ce le théâtre qui constituait tout le reste? Les robes, les galas, l'image publique soigneusement contrôlée. Ce soir-là, Serena se tenait dans son penthouse, regardant la pluie tracer des sillons sur les vitres. Elle avait vu la couverture médiatique. Elle savait que les photos du gala du mois précédent avaient refait surface. Son téléphone affichait 12 appels manqués de William. Elle ne pouvait pas se résoudre à répondre. Elle ne supportait pas l'idée d'entendre la trahison dans sa voix. Vivian avait déjà rédigé un communiqué, quelque chose sur l'expérience temporaire de Serena avec la vie ordinaire. Mais Serena l'avait déchiré. William méritait mieux qu'un discours de communication. Quand il se présenta enfin devant son immeuble le lendemain soir, le portier faillit ne pas le laisser entrer. Les bottes de travail n'étaient pas courantes dans le hall de marbre de la tour Lancaster, mais Serena l'avait vu sur les écrans de sécurité et avait appelé en bas, sa voix calme malgré le tremblement de ses mains. Il se tenait dans son penthouse comme un homme craignant de toucher quoi que ce soit, comme si la pauvreté pouvait être contagieuse à l'envers. L'espace aurait pu engloutir tout son appartement 10 fois. Des œuvres d'art abstraits valant plus qu'il ne gagnerait en une vie. Des murs décorés qui semblaient s'étirer à l'infini. Et Serena, près des vitres striées de pluie, paraissait soudain petite, comme une enfant jouant à se déguiser dans le monde des adultes. « Est-ce que quelque chose là-dedans est réel ?» demanda William. « Tout ce qui compte, » répondit-elle. « Comment puis-je savoir ce qui compte? Comment savoir que tu ne t'amuses pas juste un peu? La fille riche joue aux pauvres quelques semaines, obtient son expérience authentique, puis retourne au champagne et au gala de charité. Les mots blessèrent parce qu'elle les reconnaissait. C'étaient les mêmes reproches qu'elle s'adressait chaque nuit depuis leur premier café. « Tu ne peux pas le savoir, » admit-elle. « Je pourrais te dire que je ne me suis jamais senti aussi réel qu'avec toi et Audrey, que tout ici me paraît une prison, que j'échangerais tout cela contre une après-midi de plus à nourrir les canards au parc avec vous deux. Mais ce ne sont que des mots, et les mots sont bon marché, surtout les miens. »« Surtout les tiens, » dit William, mais il y avait moins de colère, plus de tristesse. « Tu pourrais acheter n'importe quel mot que tu veux, » dit doucement Serena, « mais je ne peux pas acheter ce que tu m'as donné. Je ne peux pas acheter la façon dont Audrey me regarde comme si j'étais juste une personne. Je ne peux pas acheter la façon dont tu trouves de la beauté dans ce que les autres jettent. Je ne peux pas acheter le sentiment d'appartenir à un endroit plutôt que de simplement le posséder. » William voulait rester en colère. La colère était plus simple que ce sentiment. C'était l'envers elle malgré tout. Mais alors il remarqua qu'elle tenait encore les fleurs séchées qu'il lui avait offertes ce premier soir. Il s'assit. On s'en sort maintenant dans un vase de cristal qui coûtait probablement plus que la montre qu'il avait vendue pour les acheter. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il. « J'ai besoin de comprendre ce qui est réel. »« Je comprends, » répondit Serena. « Sache juste que te cacher la vérité a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Plus dur que de tenir tête à mon père. Plus dur que ces réunions de conseil où il m'appelle petite fille quand il croit que je n'entends pas. Parce que je savais que je risquais la seule chose réelle que j'ai jamais trouvée. » William partit sans un mot de plus, mais s'arrêta à la porte se retournant. « Les fleurs, dit-il, tu les as gardées. Elles sont la chose la plus précieuse dans cette pièce, répondit Serena. Et ils savaient tous deux qu'elle ne parlait pas métaphoriquement. L'histoire éclata 2 jours plus tard. Finn avait fait ses recherches, connecté les points, vendu l'exclusivité aux plus offrants.
L'héritière milliardaire sort avec un mécanicien père célibataire. Criait des kiosques et des sites Internet. Les photos étaient intrusives, mais parlantes. Serena riant de quelque chose que disait William, sa main effleurant la sienne sur une couverture de pique-nique. Audrey sur les genoux de Serena pendant l'heure du compte à la bibliothèque. Le garage devint un cirque, des journalistes bloquaient l'entrée, les clients dévisageaient William. Quelqu'un avait tagué Gold Digger sur son camion pendant la nuit. Amanda fit de son mieux pour gérer la situation, mais William voyait la pression que cela mettait sur son entreprise. Les parents de l'école d'Audrey chuchotaient. Leurs enfants, soudain trop occupés pour des rendez-vous de jeu. Pourquoi les gens sont méchants? Demanda un soir Audrey, tenant un journal laissé sur leur perron, des articles entourés comme des accusations. William la serra contre lui, cherchant des mots qui ne voleraient pas davantage son innocence. Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Serena nous aime. Quelque chose comme ça. Audrey réfléchit avec son sérieux habituel. Peut-être qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un comme nous pour de vrai. Peut-être qu'ils ne connaissent que la version fausse. À l'autre bout de la ville, Serena affrontait son propre siège. Son père, Henry Lancaster, un homme qui mesurait la valeur en parts de marché et en profit, était assise en face d'elle dans la salle de réunion où il avait bâti son empire. « Mettez fin à ça », dit-il simplement. « Cette expérience a assez duré. Ce n'est pas une expérience. Tout est une expérience jusqu'au moment où c'est un engagement. Et tu ne peux pas t'engager dans cela. Le conseil est déjà nerveux. Le cours de l'action a baissé de 2% ce matin. 2% de milliards, ce sont encore des milliards, répliqua Serena. La mâchoire d'Henry se serra. Ta mère en serait horrifiée. Maman aurait compris, riposta Serena. Elle t'a épousé quand tu n'avais rien d'autre que de l'ambition et un garage d'occasion. Où as-tu oublié cette partie de l'histoire familiale? J'avais du potentiel. Ce mécanicien, son nom est William, a plus d'intégrité dans ses mains calleuses que la plupart des membres de ton conseil dans tout leur être. L'intégrité ne rapporte pas de dividendes. Non, admit Serena. Elle rapporte quelque chose de plus précieux. Elle permet de dormir la nuit sans calculer le prix de chaque chose. La conversation s'acheva dans une impasse, mais Serena savait que ce n'était que le début. Vivian proposa stratégie sur stratégie, payer William, le faire déménager, créer un scandale pour éclipser celui-ci. Serena refusa tout, même sous la pression croissante, même quand d'anciens amis cessèrent d'appeler et que de nouveaux ennemis surgirent. Le point de rupture arriva, comme souvent, par une crise d'enfant. Audrey s'effondra pendant la récréation. La chaleur et le stress formant une tempête parfaite de vulnérabilité infantile. L'école appela William, mais il se trouvait à 40 minutes de là, sous une Chevrolet relevée, les mains pleines d'huile de transmission et d'impossibilité. La secrétaire, suivant la procédure, appela le contact d'urgence, que Serena avait discrètement ajouté elle-même quelques semaines plus tôt, lors d'un formulaire de sortie scolaire. Serena arriva en 6 minutes, ayant quitté une réunion du conseil en plein milieu. Elle trouva Audrey dans le bureau de l'infirmière, pâle, désorientée, les larmes coulant sur ses joues rougies. Sans hésiter, Serena la souleva dans ses bras. Son tailleur à 3 000 $ oublié. Elle retira ses boucles d'oreilles en diamant quand elle les pressèrent contre le visage fiévreux d'Audrey, utilisa son foulard de soie pour rafraîchir le cou de l'enfant et chanta la même berceuse que sa propre mère lui fredonnait d'autrefois, avant que le cancer et les entreprises n'emportent toute douceur de leur vie. Quand William fit irruption 20 minutes plus tard, sa combinaison encore tachée, essoufflé d'avoir couru les 3 dernières pâtés de maison, il les trouva ainsi. Serena assise sur une chaise d'enfant, Audrey levée sur ses genoux, toutes deux à moitié endormies. Le maquillage de Serena était brouillé par les larmes d'Audrey, sa parfaite contenance complètement effondrée. Et jamais elle n'avait paru plus belle. « Elle va bien », murmura Serena. « Juste un coup de chaleur et trop d'émotion. L'infirmière dit qu'elle peut rentrer. » William s'agenouilla près d'elle, sa main touchant le front d'Audrey, puis la joue de Serena. « Tu es venue. Elle avait besoin de quelqu'un. Tu avais besoin de quelqu'un. Nous avions besoin de toi, » corrigea William, et les mots flottèrent entre eux comme un pont attendant d'être franchi. Ce soir-là, après qu'Audrey fut en sécurité dans son lit,
Entouré de son armée de peluches, William trouva Serena sur l'escalier de secours de son appartement, contemplant une ville qui brillait de la même façon, riche ou pauvre. « Je ne peux pas t'offrir ce à quoi tu es habitué, dit-il. « Je suis habitué à un vide qui résonne, répondit Serena. Toi, tu m'offres une plénitude qui chuchote. Les médias ne s'arrêteront pas. La pression, le jugement, ça ne fera qu'empirer. Alors nous apprendrons à mieux y résister. » William sortit quelque chose de sa poche, une simple bague en laiton qu'il avait façonnée à partir d'un raccord de tuyauterie, grossière mais soigneusement polie. « Ce n'est pas une demande en mariage, dit-il rapidement. C'est une promesse que j'essaierai de te voir, vraiment te voir. Pas ton nom, ni ton argent, ni ce que les autres disent que tu es. » Serena prit la bague, la glissant à sa main droite, où elle tinta contre des diamants d'une valeur incalculable. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle, à propos de la montre de ton père. » Le visage de William changea, une ombre de perte le traversa. « Quoi donc? »« Je l'ai rachetée, à la boutique de prêteur, puis au collectionneur qui l'avait achetée. Elle est dans un coffre de sûreté, en attente. » William recula, la trahison fraîche et vive. « Tu l'as rachetée, comme tout le reste? Tu as juste jeté de l'argent sur mes problèmes? » « Non, dit fermement Serena, j'ai récupéré quelque chose qui n'aurait jamais dû être perdu. Il y a une différence entre acheter l'affection de quelqu'un et restaurer son histoire. Comment puis-je faire la différence? Comment savoir que rien avec toi n'est simplement acheté? » Serena plongea la main dans son sac en sortant une clé. « Le coffre est à ton nom. La montre est à toi. Je n'en ai aucune revendication, aucun contrôle. Je ne supportais pas l'idée que tu aies perdu quelque chose d'irremplaçable pour des fleurs fanées et un café médiocre. » Elle pressa la clé dans sa paume puis se tourna pour partir. À la fenêtre, elle s'arrêta. Il y a une inscription à l'intérieur du boîtier. « À William, que chaque heure soit digne. Papa. Je voulais que tu le saches au cas où tu déciderais de ne pas ouvrir le coffre. » Après son départ, William resta assis des heures avec la clé, la tournant entre ses doigts, comme il l'avait fait autrefois avec la montre. Amanda arriva vers minuit avec de la bière et du silence. Le genre d'ami qui sait qu'en témoigner est plus important que conseiller. « Elle l'a racheté, dit William. « Finalement, elle te l'a rendu, corrigea Amanda. « Il y a une différence. »« Laquelle? » ?»« L'une concerne le pouvoir, l'autre, l'amour. » Le lendemain matin apporta un nouveau cauchemar. Finn avait publié un article de suivi avec des photos de Serena portant Audrey hors de l'école, présenté comme « L'héritière milliardaire utilise une enfant malade à des fins de relations publiques. » La cruauté, l'intrusion dans la crise d'une enfant de 7 ans brisèrent enfin quelque chose en William. Il conduisit jusqu'au siège du journal, toujours en combinaison, portant encore l'épuisement de la veille. Mais au lieu d'une confrontation, il demanda à rencontrer le rédacteur en chef. Ce qui suivit devint légendaire dans le monde du journalisme. La dignité calme d'un père face à l'exploitation, offrant son propre entretien exclusif en échange qu'on laisse sa fille hors de toute couverture future. L'entretien n'eut jamais lieu. Le rédacteur, honteux devant la maîtrise de William et peut-être se souvenant de ses propres enfants, enterra l'article et muta Finn au comité d'urbanisme de banlieue. Mais quelqu'un filma William quittant le bâtiment, les épaules droites malgré tout. Et cette vidéo devint virale, avec une narration différente. Un homme du peuple protégeant sa famille avec grâce, non avec violence. Henry Lancaster regarda cette vidéo dans son bureau, la relançant 3 fois. Il reconnut quelque chose dans la démarche de William, la même détermination qu'il avait eue 40 ans plus tôt, quand les banques refusaient ses demandes de prêt. Ce soir-là, il appela Serena. « Amène le dîner, dit-il sans préambule. « Pourquoi? » « Parce que je me suis trompé, pas sur les complications, elles sont réelles, mais sur lui. Quiconque peut affronter des vautours sans en devenir un mérite d'être connu. » Le dîner fut malaisé, formel, rempli de silences longs et de mots prudents. Mais Audrey vint aussi, insistant pour porter sa robe à Margaret et apportant des fleurs en papier pour tout le monde. Elle charma Henry en lui demandant s'il savait jouer à la bataille et le mit en déroute en gagnant 3 parties de suite. « Ton grand-père t'a appris à surveiller les cartes, observa Henry. »«
Mon papa m'a appris à observer les gens, répondit Audrey. Et Henry rit, vraiment rit, pour la première fois depuis des années. 2 mois plus tard, la Fondation Lancaster annonça une nouvelle initiative. Le programme Heures dignes, offrant un soutien aux familles monoparentales affectées par le déclassement économique. Le communiqué de presse ne mentionnait aucun lien personnel, mais les observateurs attentifs auraient pu remarquer le logo. Une simple fleur de lys avec un ruban d'enfant noué autour de sa tige. Le garage de William. Il avait racheté la part d'Amanda avec un prêt commercial auquel Serena n'avait strictement rien à voir, il y avait tenu, se spécialisait désormais dans la restauration. Voitures classiques, motos vintage, tout ce qui portait une histoire digne d'être préservée. La liste d'attente s'étendait sur 6 mois, remplie de collectionneurs qui appréciaient sa philosophie. Tout ce qui est cassé n'attend que de devenir autre chose. Et dans un coffre de sûreté à la First National Bank, une montre continuait de tic-taquer, son inscription cachée mais intacte. À William, que chaque heure soit digne. Papa. William avait ouvert le coffre une fois, vérifié la présence de la montre, puis l'avait refermée. Non pas parce qu'il ne la voulait pas, mais parce qu'il la gardait pour le 18e anniversaire d'Audrey, quand elle aurait besoin de son propre rappel sur la valeur du temps et le poids de l'amour. Le mariage, quand il eut lieu, fut simple. 40 invités dans le jardin communautaire où ils avaient eu leur 3e rendez-vous. Audrey en petite demoiselle d'honneur, lançant des pétales de lys sans retenue. Serena portait la robe de sa mère, retouchée, sobre. William portait le costume de son père, lui aussi retouché, lui aussi sobre. Ils échangèrent des alliances. La sienne en titane issue d'une pièce d'hélicoptère, la sienne, le raccord de laiton qu'il lui avait donné cette nuit sur l'escalier de secours, désormais ajusté et poli, mais toujours essentiellement lui-même. Henry accompagna Serena jusqu'à l'hôtel, s'étant entraîné des semaines avec Audrey pour trouver le bon rythme. Pas trop vite, Monsieur Lancaster, l'avait coaché Audrey. L'amour prend du temps. Vivienne, qui avait menacé de démissionner au départ, finit par pleurer durant toute la cérémonie. Sa contenance professionnelle complètement brisée par la vue d'Audrey, lisant un poème sur les familles comparées à des puzzles. Parfois, les pièces ne semblent pas s'emboîter, jusqu'à ce qu'on les tourne dans le bon sens. La couverture médiatique fut plus douce cette fois, centrée sur les fleurs, des lys partout, dans les bouquets, en boutonnières, tressés dans les cheveux d'Audrey, éparpillés sur les tables. Quelqu'un avait calculé le coût d'un tel décor dans un mariage mondain. Personne ne savait que William les cultivait lui-même dans la serre derrière le garage, à partir de bulbes que Serena l'avait aidé à planter le jour suivant le rachat de la montre. Les années passèrent, comme passaient les années, remplies de magie ordinaire et de grâce quotidienne. Le garage de William devint Carter & Lily Restoration, même si tout le monde l'appelait simplement chez Lily. Serena se retira de la gestion opérationnelle de Lancaster Holdings, se consacrant au programme Heures dignes, qui s'était étendu à tout le pays. Ils eurent 2 autres enfants, des jumeaux qui héritèrent des mains de William et des yeux de Serena, et grandirent en croyant que la richesse, c'était avoir assez pour partager. Audrey, désormais âgée de 14 ans, portait chaque jour la montre de son grand-père, reçue à ses 13 ans, avec une nouvelle inscription ajoutée sous l'original. 2 papas, chaque heure où nous choisissons l'autre est digne. Elle était devenue une sorte de poétesse philosophe, écrivant des essais sur la démocratie du temps, comment riches et pauvres reçoivent les mêmes 24 heures. La différence ne résidant pas dans la possession, mais dans la manière de les vivre. La boutique de prêteurs sur gage où tout avait commencé avait fermé, remplacé par un bar à jus vendant des smoothies à 17 $. Mais George, l'ancien propriétaire, travaillait désormais chez Lily, spécialisé dans la restauration de montres. Il aimait raconter aux clients l'histoire de cette nuit où un homme avait échangé le temps contre l'espoir, même si la plupart pensaient que c'était juste une accroche poétique. Pour leur 5e anniversaire de mariage, William offrit à Serena un nouveau bouquet, lys et gypsophile, enveloppé dans du papier craft, noué d'un ruban crème qu'Audrey avait conservé du tout premier arrangement. Serena offrit à William une photographie, la séquence de sécurité de la boutique de prêteurs, horodatée, le montrant tenant la montre de son père dans ce moment avant de la laisser partir. Elle l'avait fait imprimer sur métal,
aussi permanente qu'un souvenir, avec ces mots gravés en dessous. Le moment où tu nous as choisis. Ils l'accrochèrent dans le bureau du garage, là où les clients pouvaient la voir, sans en comprendre rarement la signification. À ceux qui demandaient, on répondait simplement. C'est une histoire de temps. Ce qui était vrai, de toutes les manières ce qui comptait, le temps sacrifié, le temps retrouvé, le temps transformé de monnaie en cadeau. L'histoire pourrait finir ici, avec le succès, l'amour, les problèmes résolus. Mais la vie n'est pas une histoire, c'est une continuité. Et la plus vraie des fins est toujours aussi un commencement. Alors nous les laissons un mardi matin, banal, sauf qu'il est extraordinaire. William apprenant aux jumeaux à lire l'heure sur la montre de leur arrière-grand-père. Serena examinant des demandes de subventions pour des familles ayant besoin de leurs propres heures dignes. Audrey écrivant dans son journal que les choses cassées ne sont pas vraiment cassées, elles n'attendent que de devenir autre chose. La lumière du matin frappa le verre de la montre, projetant de petits arcs-en-ciel sur le mur. Le temps avançait, comme il l'a toujours fait. Mais pour cette famille, qui avait appris à se choisir encore et encore, chaque heure était digne. Non pas à cause de ce qu'ils avaient gagné, mais à cause de ce qu'ils avaient été prêts à perdre. Et en perdant,